Imaginez recruter le 50e collaborateur de votre entreprise pour célébrer votre croissance, et puis découvrir le mois suivant que cette seule signature vient de déclencher une bombe fiscale qui anéantit votre rentabilité. Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paie accessible à tous. Aujourd'hui, on parle du calcul des effectifs et des franchissements de seuil. C'est vrai que compter ses salariés, sur le papier, cela semble d'une simplicité enfantine. Mais dans la réalité, c'est un véritable casse-tête juridique dès qu'on aborde les temps partiels ou les fameux contrats à durée déterminée. Absolument, et c'est exactement pour cela que nous allons tout décortiquer. Du calcul de l'effectif moyen annuel jusqu'aux règles ultra spécifiques liées à la mobilité et au handicap pour éviter les redressements URSSAF. C'est parti. Alors pour commencer, il faut poser les fondations de notre exploration. L'administration résonne en fait au niveau global de l'entreprise, c'est-à-dire tous établissements confondus sur le territoire français. D'accord, donc on ne compte pas agence par agence. Exactement. L'outil de mesure centrale, c'est la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN qui transmet vos données chaque mois. Ah oui, le cauchemar ou, disons, le meilleur ami du gestionnaire de paye. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, on calcule l'effectif moyen annuel, ce qu'on appelle l'EMA. Il correspond tout simplement à la moyenne mathématique des effectifs de chaque mois de l'année civile précédente. D'accord, la formule de la moyenne mensuelle globale, ça semble logique. Mais attendez, est-ce que chaque individu qui franchit les portes du bureau le matin compte pour une unité entière? Je pense par exemple aux jeunes en stage. Eh bien non, et c'est là que la réalité physique se sépare de la réalité juridique. La loi impose des exclusions vraiment strictes pour protéger certaines politiques publiques. C'est-à-dire, on ne compte pas tout le monde? Bah non, on ne compte jamais les apprentis, ni les stagiaires, ni les titulaires de contrats aidés. En fait, l'administration ne les considère pas comme une force de production autonome, mais plutôt comme des apprenants. C'est fascinant d'y penser sous cet angle. Si on les comptait, les dirigeants arrêteraient immédiatement d'accueillir des jeunes pour éviter de franchir des seuils. C'est exactement l'idée, oui. Mais qu'en est-il d'un contrat court, disons un CDD recruté en urgence pour remplacer une directrice partie en congé maternité? Alors, ce remplaçant, il est totalement exclu du calcul de l'effectif. L'objectif de l'URSSAF, c'est d'empêcher la double comptabilisation sur un seul et même poste de travail. Ah, je vois. Parce que la directrice fait toujours partie de l'entreprise en fin de compte. C'est ça. Son contrat est suspendu certes, mais elle reste titulaire de son poste. Donc elle continue d'être comptée dans les effectifs officiels. Si on comptabilisait également son remplaçant, la taille de l'entreprise serait artificiellement gonflée. C'est parfaitement juste. On ne compte pas 2 personnes pour un seul bureau. Et pour les salariés classiques qui restent dans le calcul, est-ce qu'on applique une décote s'ils ne font pas un temps complet? Exactement. On utilise une règle de proratisation stricte qui est basée sur le contrat de travail. En fait, un salarié à temps partiel est pris en compte au prorata de ses heures, divisé par la durée légale ou conventionnelle. Vous auriez un exemple concret pour qu'on visualise bien? Bien sûr. Prenons une entreprise qui embauche 3 salariés à temps plein toute l'année. Et elle a un salarié à temps partiel, disons à 28 heures par semaine. On divise 28 par 35, ce qui donne 0,8. Donc, dans le grand registre de l'administration, cette personne devient littéralement 0,8 individu. C'est tout à fait ça. Le calcul mensuel donnera donc 3,5. Et divisé par 12 mois, on obtient l'EMA. Est-ce que ce découpage hyper précis s'applique aussi à quelqu'un qui serait embauché en plein milieu du mois? Oui, tout à fait. Le découpage se fait vraiment au jour près, en fonction des jours calendaires. Si un collaborateur à temps plein arrive, le 16 d'un mois qui compte 30 jours, il comptera un peu plus d'une demi-personne ce mois-là. C'est une précision chirurgicale, c'est fou. Et pour les cadres forfait jour, ça marche comment? Pour les cadres en forfait jour réduit, on applique la même logique en divisant leurs jours de présence par le plafond légal annuel. D'accord. Mais pour les profils atypiques, comme des pigistes ou des commerciaux qui n'ont ni horaire fixe ni forfait jour? Alors pour ces cas particuliers, l'administration change carrément de méthode et se base sur l'argent. Le calcul s'effectue au prorata de leur rémunération brute par rapport au SMIC mensuel. Ah, donc l'argent devient l'unité de mesure du temps de travail. Voilà. Et avant de passer à la suite, j'ai une mention claire, un point à retenir. Lors de la toute première année d'existence de votre entreprise, c'est la date d'embauche du premier salarié qui marque le point de départ absolu du calcul de l'effectif moyen. C'est dense tout ça, vous avez un support visuel pour s'y retrouver? Oui, je vous offre le chapitre 1 complet, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie et 40 questions de quiz corrigées pour valider vos acquis. L'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique. Le lien est en description. Mais revenons au sujet. D'accord, on sait donc exactement comment obtenir notre effectif moyen annuel, mais pourquoi un résultat de, disons, 49 ou de 50 salariés provoque-t-il autant d'angoisse chez les dirigeants? Que déclenche ce franchissement au juste? En fait, avant la loi Pacte, le seuil de 50 salariés, c'était vraiment le plafond de verre de l'économie française. L'atteindre déclenchait ce qu'on appelait l'effet couperet. L'effet couperet, ça sonne assez dramatique. Ça l'était. Du jour au lendemain, l'entreprise subissait un véritable déluge d'obligations. La création d'un comité d'entreprise, la participation aux résultats, et puis de nouvelles taxes comme le forfait social. Donc la loi Pacte a été instaurée précisément pour détruire cette peur de l'embauche. Un effet couperet qui détruisait la croissance en somme. Mais alors, comment cette loi Pacte a-t-elle désamorcé cette fameuse bombe fiscale pour une entreprise qui passe à, mettons, 52 salariés demain matin? Elle a introduit un mécanisme de gel extraordinairement puissant, la neutralisation. Imaginons que le seuil de 50 salariés soit franchi à la hausse au 1er janvier 2026. Ok, je vous suis. Eh bien, l'administration neutralise totalement les effets financiers pendant 5 années civiles consécutives. Les nouvelles taxes ne frapperont réellement la trésorerie qu'au 1er janvier 2031, si l'effectif est resté au-dessus. Donc l'entreprise obtient un sursis de 5 ans pour structurer ses finances. Il faut simplement que son effectif se maintienne au-dessus de ce cap durant toute la période. Mais attendez, que se passe-t-il si, à cause d'une simple démission, l'effectif moyen retombe à 49? Ah, c'est la faille monumentale du système et c'est vraiment la nuance vitale qu'il faut maîtriser. Une seule et unique baisse annuelle en dessous du seuil remet l'intégralité du compteur à 0. Vous voulez dire que tout est effacé?
Exactement. Si l'année suivante, l'entreprise retombe à 49 salariés, elle perd toutes ses années d'ancienneté au-dessus du seuil. Attendez, c'est littéralement comme un multiplicateur de combos dans un jeu vidéo. Si on relâche la pression une fraction de seconde et qu'on retombe à 49, le timer de 5 ans repart totalement de zéro au prochain franchissement. C'est une astuce légale énorme, non? L'analogie du jeu vidéo est parfaite, oui. Théoriquement, une structure pourrait naviguer éternellement entre 49 et 51 salariés, vous voyez? Et donc éviter les taxes indéfiniment? Oui, en s'assurant de repasser délibérément sous le seuil une année sur 5, elle réinitialise le délai et neutralise l'impôt à vie. Mais attention, piloter la croissance réelle d'une entreprise avec une telle contrainte artificielle, ça s'avère extrêmement périlleux sur le terrain. J'imagine que l'URSSAF observe cela de très près. Est-ce qu'il n'existe pas des exceptions pour empêcher les grands groupes de manipuler ces compteurs, par exemple en rachetant d'autres sociétés pour diluer les effectifs? Ah, l'administration n'est pas dupe. L'exception absolue concerne les transferts d'entreprises et les fusions. En cas d'absorption, le calcul est spécifique et l'effectif de la nouvelle entité est pris en compte dès le premier jour du mois de l'opération. Pas de délai de grâce dans ce cas-là, non. Non, pas de combine possible. Et là, point à retenir. Le mécanisme de neutralisation de la loi Pacte exige une croissance organique, soutenue et ininterrompue sur une demi-décennie pour que les taxes s'imposent réellement. On peut aller encore plus loin? Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet avec une infographie à télécharger. Le lien est en description. Continuons. Alors jusqu'ici, on a vu que l'effectif moyen annuel repose sur une moyenne nationale pure. Mais j'imagine que cette belle règle universelle s'effondre dès qu'on touche à des impôts locaux ou très spécifiques. Vous avez mis le doigt sur la grande complexité du système, en effet. Il y a des exceptions où le calcul obéit à des règles sectorielles. Le cas le plus emblématique, c'est le versement mobilité. C'est l'impôt qui finance les transports en commun, c'est bien ça? Exactement. Il s'applique à partir de 11 salariés, mais l'effectif s'apprécie isolément au sein de chaque zone géographique de transport. Oh là là, ça doit devenir un enfer administratif pour les profils nomades. Prenons Marc, un consultant parisien, envoyé en mission pour 6 mois chez un client à Bordeaux. Il compte pour la zone de Paris ou pour celle de Bordeaux? Eh bien, c'est la fameuse règle des 3 mois qui arbitre cette situation. Un salarié travaillant en dehors de son établissement d'origine n'est pris en compte dans la nouvelle zone qu'après 3 mois consécutifs. Donc pendant les 3 premiers mois, il est toujours compté à Paris. C'est ça. Avant d'atteindre ce cap fatidique des 90 jours de présence physique, il reste juridiquement rattaché au siège parisien. Et je précise qu'il y a des exceptions pour les routiers et les navigants, bien sûr. Mais alors, si le dirigeant demande à Marc de revenir travailler au siège à Paris une seule petite journée le 99e jour, est-ce que le compteur bordelais repart magiquement de zéro? Tour au bureau. Le délai de 3 mois repart à zéro. Mais attention, si, lors d'un contrôle, l'administration prouve que ce retour n'a aucune justification et vise uniquement à esquiver la taxe, la sanction tombera. Ah oui, le fameux abus de droit. Exactement. L'abus de droit, et je vous garantis que les redressements sont extrêmement sévères. L'administration veille donc au grain. Et avec l'explosion du télétravail hybride, comment l'URSSAF gère-t-elle la géographie? Un salarié en télétravail partiel, ça bouleverse totalement la notion d'établissement physique. Ah, c'est une révolution pour la paye, ça. Le domicile du salarié en télétravail régulier est purement et simplement assimilé à un lieu d'exercice de l'activité. Vraiment? Donc la maison devient une succursale fiscale? En quelque sorte, oui. Si une collaboratrice s'installe en Bretagne et télétravaille depuis une nouvelle zone de versement mobilité, la règle des 3 mois s'applique pour acter son changement d'affectation. C'est un véritable travail d'enquête pour les RH. Est-ce que cette logique de fragmentation s'applique aussi aux grandes obligations sociétales, comme l'emploi des personnes en situation de handicap? Alors pour le handicap, on repasse au niveau global de l'entreprise, mais avec des soustractions chirurgicales. Pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'OEHT, le seuil d'alerte est à 20 salariés. D'accord, le seuil est plus bas. Oui, mais la grande nuance ici, c'est la possibilité de déduire les ECAP, c'est-à-dire les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Encore un nouvel acronyme à décoder. À quoi ressemble concrètement un ECAP sur le terrain, loin des textes de loi? Pensez à un ouvrier scaphandrier en pavement sous l'eau ou à un grutier manipulant des charges en très haute altitude. Ce sont des métiers exigeant des aptitudes particulières où les contraintes physiques limitent la possibilité d'adapter le poste. Ah, je comprends. On les retire du calcul pour être plus juste. Voilà, le législateur autorise l'employeur à déduire ses postes de l'effectif de base pour calculer un quota réalisable. C'est très pragmatique. Et comment ça se passe pour les grandes obligations comme l'apprentissage ou la formation? Là, on parle de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, la CSA, et pour cette taxe, ainsi que pour la formation, le seuil critique est beaucoup plus haut. Il est de 250 salariés. Et que se passe-t-il si une entreprise de cette taille ne joue pas le jeu de la transmission? Eh bien, si elle n'a pas au moins 5% d'alternants dans ses rangs, elle paye une lourde pénalité financière avec des taux progressifs. Plus on est loin du quota, plus on paie, c'est ça? C'est le principe, oui. Donc, point à retenir pour ce volet, les seuils varient selon l'obligation et les spécificités d'activité comme les ECAP ou les zones géographiques transforment le calcul de base. C'est très clair. Mais question rapide avant de terminer. Pour les entreprises de travail temporaire, comment comptons les intérimaires? C'est très simple. Ils sont comptés dans l'entreprise de travail temporaire selon qu'ils ont été liés par contrat pendant au moins 3 mois, mais exclus de l'effectif de l'entreprise qui les accueille, sauf pour la tarification des accidents du travail. D'accord, merci pour cette précision express. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paye, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair. Avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées, vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paix.